Bonjour à toutes et à tous, c'est pas du tout bien installé, mais c'est pas grave, ça devrait être mieux. Comment allez-vous? J'attends, je réponds à un petit message. Comment allez-vous? J'attends que vous arriviez, hein. Je vais faire 2-3 réglages parce qu'on a racheté une lampe, la lampe étant pétée, mais là ça m'a l'air d'être un peu lumineux. Donc il faut que je fasse 2-3 réglages. C'est peut-être ça qui est trop lumineux en fait. Ouais, là c'est bien là. Qu'est-ce qui est très fort? Le micro? C'est trop fort le micro? Le micro est trop fort? C'est ça qui est très forte? Ah oui, non, pardon. Ça va bien malgré la nuée islamophobe dans les médias très forte. C'était en lien avec le titre de la vidéo, car je vais effectivement parler de ça aujourd'hui, parce que là, je trouve on a franchi un cap. On a franchi un cap. Voilà. Donc, je me suis dit qu'on allait faire un live dans lequel on allait envoyer de l'amour à nos compatriotes musulmans, parce que c'est trop. C'est trop. Enfin, ça fait longtemps que c'est trop, mais voilà. On va être ici une zone aussi safe que possible. Parce que là, c'est beaucoup trop. Et je veux rentrer dans le détail un peu de ce qui s'est passé ces dernières semaines pour que tout le monde comprenne bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Enfin, ce qui est en train de se passer dans notre pays, pas spécialement aujourd'hui, mais ce qui est en train de se passer depuis maintenant, malheureusement, pas mal de temps. Et qui doit nous faire réagir, mais nous faire réagir sévèrement. Et ceux qui pensent qu'il n'y a pas de, que c'est pas un sujet, le racisme ou la haine anti-musulman dans notre pays, bah là, on va en parler ce soir. On va essayer de vous montrer tout ça. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop, il y a pas trop de gens ici qui pensent ça, mais il y en a certains qui, je le sais, le pensent. Notamment ceux qui réalisent des sondages ou ceux qui font des rapports sénatoriaux. Donc on va parler de tout ça. J'écris juste un petit message et je suis à vous. C'est bien. Hein? Vas-y, dis-moi. J'avais pas vu que t'étais en live. Alors, il faut que je regarde des messages que tu m'as envoyés. Non, 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 t'inquiète. T'es sûr? Oui, oui, je suis sûre, t'inquiète, t'inquiète. Sûr? Oui, oui, je suis sûre, ça va. Ça va, t'inquiète. Promis. Ok. J'ai un Android. Ok. Moi aussi. Moi aussi, on est des androïdes pour info. Un jour, vous saurez ce que ça veut dire peut-être. un jour, un jour, on vous dira. Un jour, on vous communiquera cette information après de nombreuses mises à jour. Tu peux envoyer direct à ta sœur. Alors, comment allez-vous? Ça s'arrête pas depuis 2001. En fait, ça s'arrête pas depuis plus longtemps que 2001, malheureusement, l'islamophobie. T'as des modos pour enlever les messages islamophobes ou tu fais à la mano? Je fais à la mano. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, tiens, on va se mettre les commentaires TikTok parce que c'est toujours un grand plaisir de voir le nombre de commentaires qu'on a sur le sujet. Hop, hop. Moi, je vais me les mettre sur le côté, mais en fait, voilà, je vais mettre ça comme ça. Hop. On est bien. Oh non, c'est chiant, il y en a trop. Hop, on va juste garder ceux sur Twitch. Donc si vous voulez participer au chat, il faut aller sur Twitch. Comme ça sera plus tranquille. Ah, mais voilà, c'était ça le problème. Je me disais, il y avait un truc bizarre avec la luminosité. Mais c'est parce qu'on était en 4K.
Et voilà, et là c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus smooth. On est sur de la qualité. Salut Antoine, est-ce qu'il y aura une rediffusion du live? Oui. Il y a une rediffusion du live pendant un mois sur ma chaîne ou 2 mois, je sais plus. Un grand coucou de Clamart. Bah, dis donc, je passe mon temps à Clamart en ce moment. J'ai été faire une réunion publique et après j'ai fait deux cérémonies au funérarium de Clamart. C'est pas très heureux. Bonsoir, bonsoir. Je vois que vous êtes en train d'arriver. Je crois qu'un tournant important en termes d'islamophobie, c'est le bouquin de Samuel Huntington, Le choc des civilisations. Tout à fait. C'est effectivement un des tournants qui a fait penser à plein de gens qui avaient un affrontement entre des civilisations. Mais tout ça est une construction. Une construction. Coucou de Vendée, le pays des fachos. Du coup, on se réfugie ici. Ah, bah, il y a une tradition révolutionnaire quand même aussi en Vendée. Hein, il y avait beaucoup de. Le tambour bara, vous voudrez aller regarder le tambour bara et. Bara. Il faudrait qu'on remette en place des événements autour de bara en Vendée. Et j'y pense parfois. Bon, alors, je veux vous parler d'islamophobie. Parce que là, c'est trop. J'en appelle ou quoi? Là, c'est trop. Vraiment, le niveau de violence qui s'exprime contre nos compatriotes musulmans, et d'ailleurs pas seulement nos compatriotes musulmans, mais les musulmans d'une manière générale dans notre pays, parce qu'il y en a certains qui sont pas nos compatriotes, mais qui habitent dans notre pays et qui ont légitimement le droit d'être respectés comme tout un chacun dans notre pays, eh bien, ce niveau de violence, il est extrêmement fort. Moi, j'aimerais qu'on commence, s'il y a des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui sont musulmanes, par dire en commentaire, là, dans le chat, ce que vous ressentez en ce moment. Parce que la manière dont vous ressentez les choses, ah bah voilà, il y a Clem Brutz de Bretagne. Je suis musulmane et l'environnement actuel est hyper anxiogène. Le sondage IFOP sur l'antisémitisme dans les universités est le pendant de celui sur l'islamophobie qui tourne en ce moment. Tout à fait. Toskiller, envie de se barrer. De l'anxiété et un avenir sombre. Concernée parce que algérienne, pas musulmane, je me sens en danger, je veux quitter la France. Déprimé, désabusé. Désabusé. Sur TikTok, ils disent je me sens persécuté. Il y a quelqu'un qui dit je ressens une furieuse envie de voter les filles pour réguler tout ça. Je suis musulman, non français, écœuré. Attendez, je vais me mettre parce que sur TikTok, il y a pas mal de témoignages. On en a marre. Alors, il y a les gros débiles d'habitude qui disent un mot pour Lola. Vous irez regarder sur mon compte Twitter. Je ne suis pas une personne qui fait du tri en fait en fonction des personnes qui tuent ou des personnes qui se font tuer. Monsieur Detec61. Donc, votre manière à vous de faire du tri entre les personnes qui sont victimes de violences, de meurtres ou d'agressions, et ben vous allez faire ça avec vos petits amis racistes et vous nous laissez discuter justement de la violence et de la brutalité que des gens comme vous mettent en place dans la société. Parce que vous avez une responsabilité personnelle, vous les gens qui font ça, vous avez une responsabilité personnelle dans le malheur de nos compatriotes musulmans. Franchement, c'est... Ah, vous n'êtes pas raciste, vous posez une question. Bah oui, vous n'êtes pas raciste, mais... Hein. Et puis ensuite, suivi de propos racistes. Donc voilà, j'ai répondu à votre question. Lola, ça m'a fait énormément de peine ce qui s'est passé. Je l'ai d'ailleurs dit, mais évidemment, comme vous n'êtes pas capable de regarder ce que racontent les insoumis, eh bien, vous en avez par contre rien à faire qu'on parle de la souffrance des musulmans. J'imagine vous en avez rien à faire. C'est pas grave. Vous trouvez ça sans doute normal, finalement. Je suis pas musulman, mais vu comme j'en ai marre de cette connerie xénophobie, je souffre pour vous qui êtes concernés.
Le problème s'accélère depuis 2 ans, mais j'avais vu ça depuis 2004. J'ai subi une agression, c'est Mehdi qui dit ça. J'ai subi une agression raciste et islamophobe à mon arrêt de bus. C'était la première fois, de manière aussi violente et soudaine, par un vieux monsieur bourré et électeur du RN, entre parenthèses, il l'a dit. J'étais littéralement pétrifié et choqué. Je me disais que c'était pas possible, que ça pouvait pas m'arriver. Il m'a insulté, j'ai pas répondu et je me suis enfui en courant pendant 30 minutes de peur. Chez moi, le RN est à 60% dès le premier tour. Mais franchement, je comprends le fait que vous ayez été choqué et blessé. Et justement, je veux parler de ça. Moi, je veux d'abord, on commence par, s'il y a des gens qui veulent continuer à mettre des témoignages. Il y a quelqu'un qui me demande c'est sur quelle plateforme le live SVP. Mais du coup, si vous êtes en train de mettre un commentaire, normalement sur TikTok, c'est que vous êtes en live. On est sur TikTok, X et sur Twitch. Surtout, je prends surtout les commentaires de Twitch parce que c'est là où bon, c'est là où il y a les commentaires les plus structurés et ça va moins vite que sur TikTok. Donc voilà. Euh, je, je suis musulman et je paie des impôts pour me faire insulter par les politiques. Vous avez raison, c'est pas faux. C'est vrai qu'il y en a un certain nombre là. Alors ce matin, c'était Wauquiez qui veut interdire. Je crois qu'il nous a dit qu'il voulait interdire le voile aux personnes mineures dans l'espace public. Il y a un rapport sénatorial. Je vais parler de tout ça. Je vais rentrer dans le détail de pourquoi je fais le live sur ce sujet-là. Mais je comprends pas l'islamophobie, dit Tata Requin. Dans quel sens? Dites-moi dans quel sens vous dites ça. Pour qu'on situe. Vous êtes le futur président. Bah c'est gentil. Ça a l'air d'être. C'est trop. Je vais laisser une autre personne faire ça. Hein. Vous faites votre politique sur TikTok? Non. J'essaye de faire régulièrement des lives pour échanger avec nos concitoyens. Bonsoir, comment allez-vous, monsieur le député Léaumont? Bah ça va, juste j'ai pas trop dormi cette nuit. Mon fils s'est réveillé à 4 heures et après il avait pas trop envie de dormir, mais sinon ça va. Liberté, égalité, fraternité, je comprends plus rien. Ouais, c'est vrai qu'on s'en éloigne. Je t'assume que j'aime tout le monde. Attends, je viens de voir qu'il y a des gens qui se répondent entre eux. Bonjour monsieur le député Léaumont, vous avez vu les propos abjects de Pierre-Jean Chalençon. Comment cette personne peut ne pas répondre de ses paroles devant la justice? J'ai vu passer qu'il avait dit des choses horribles, mais j'ai pas vu le détail de ses propos. Mais j'ai vu passer un truc qui disait c'est horrible ce qu'il dit. T'as parlé du sondage nul du jour. Non, j'ai pas parlé du sondage nul du jour. Ah bah regarde-moi ça. Alors je vais répondre. Des briques roses. On n'a qu'à faire comme si une religion ne séparait pas les têtes des coups aléatoirement. Voilà. Alors là, on a l'archétype de la personne qui met sur le même plan les musulmans et les intégristes islamistes, djihadistes, appelez ça comme vous voulez, mais qui sont donc les personnes qui se revendiquent d'une religion sans en respecter les principes, parce que c'est quand même ça que font les personnes qui commettent ce type d'acte. Je rappelle que dans la religion musulmane, comme dans toutes les religions, il est interdit de tuer des gens, donc mais c'est pas grave, hein, apparemment ça vous intéresse pas. C'est un peu comme si vous disiez que, je sais même plus comment il s'appelle, Brejnik ou Brejvik ou celui qui a commis des attentats, comme il se revendiquait de la religion chrétienne, et ben c'est la faute de la religion chrétienne si jamais les gens étaient tués. C'est complètement débile, c'est complètement stupide. Vous avez, sauf si tu es chrétien, juif ou païen. Ben, en fait, des gens qui tuent au nom de leur religion, il y en a dans toutes les religions. Et d'ailleurs, les chrétiens ont fait ça pendant assez longtemps, y compris, on
l'organisation même de l'esclavage a été basée sur l'idée que les personnes qui habitaient en Amérique pouvaient être considérées comme des êtres humains, mais pas les personnes qui habitaient en Afrique. Vous irez lire la controverse de Valladolid à ce sujet, et ça fait intervenir d'ailleurs des religieux. Voilà. Et non, c'est pas bingo évidemment, c'est pas la faute à la religion chrétienne. Je vous dis juste que si on part de votre raisonnement à vous, pas le mien, c'est votre raisonnement à vous, on va pouvoir en mettre sur toutes les religions, parce que des gens qui se revendiquent de la religion pour faire n'importe quoi, et notamment de la brutalité et de la violence, il y en a plein. Et c'est pas, comment dire, c'est réparti équitablement dans un certain nombre de religions. Moi, c'est pas ce que je dis. Moi, je dis pas que les gens qui tuent au nom de Dieu, de Yahvé ou d'Allah, sont des représentants de cette religion-là. Et justement, c'est bien ça le sujet, c'est que ils visent à faire en sorte, ils participent du fait de faire en sorte que les personnes soient stigmatisées en raison de leur religion. Et les personnes, si on prend le cas, là, en l'occurrence, des islamistes, puisque c'est ça qui a l'air de vous intéresser, eh bien, leur objectif politique, c'est justement d'essayer de diviser la population en deux groupes, en deux blocs. D'un côté, ceux qui seraient musulmans associés par les islamistes à l'islamisme, et de l'autre, ceux qui seraient non musulmans, pour essayer de créer une guerre de religion à l'intérieur de notre pays. Mais si vous avez envie de donner le point aux adversaires de la République, faites-le, mais ne nous mettez pas là-dedans, s'il vous plaît. Vous avez le droit de penser comme Madame Le Pen et comme les islamistes, parce que c'est un peu le même mode de pensée qu'ils ont du côté de Le Pen et des islamistes. D'ailleurs, un certain nombre de personnes du Rassemblement national fournissent des armes, enfin ont fourni des armes pour des attentats, hein. C'était le cas de monsieur Herman, Claude Herman, qui a fourni des armes, je crois que c'était pour l'attentat de Koulibaly. Donc, vous avez le droit de penser comme ça. Moi, je vous dis juste que ici, en tout cas, moi, sur ma chaîne à moi, on va pas défendre ni les idées de l'extrême droite religieuse, ni les idées de l'extrême droite qui se prétend pas religieuse d'ailleurs, mais qui l'est tout autant. C'est une autre religion. Ici, on va plutôt au contraire essayer de comprendre quels sont les ressorts qui sont utilisés en ce moment par un système médiatique et politique qui a besoin dans la période dans laquelle on est, qui est une période comment dire, où un certain nombre de personnes sont en train de faire un choix politique, qui est celui d'accompagner le Rassemblement national vers une possible accession au pouvoir, en tout cas c'est ce qu'ils essayent de faire, un certain nombre de personnes, eh bien il y a besoin de créer un ennemi, il y a besoin de créer un ennemi intérieur et de donner du corps à cet ennemi intérieur pour essayer de diviser la population, parce que c'est ce que font toujours les fascistes, ils essayent de diviser à l'intérieur du peuple pour empêcher que le peuple se solidarise, pour essayer d'aller comment dire, contester les intérêts de certains qui accumulent des fortunes et voilà. Ça, c'est ce qu'ont fait les fascistes dans tous les pays où ils sont arrivés au pouvoir. Monsieur Léaumont, il faut rappeler aussi que la séparation de l'Église et de l'État, c'est en aucun cas le sujet des signes religieux. Alors, les sujets des signes religieux, ça a été le cas. Attention, on va en parler. Et que la raison pour laquelle il faut faire sauter la loi de 2004, ça c'est votre avis. J'ai bien aimé Raz qui dit que la religion ne disparaît pas en franchissant la porte d'une école ou d'un établissement public où on bosse. Faites sauter cette loi si vous passez en 2027. Juste sur la question des signes religieux, figurez-vous, c'est marrant, j'ai lu un texte récemment, un rapport parlementaire de 2003, justement, juste avant la mise en place de la loi de 2004. Rapport parlementaire qui étudiait à quel point la loi de 1905, dans sa mise en œuvre, parce qu'il y avait une question qui était posée sur la présence des crucifix dans les salles de classe. C'est des sujets dont on parle jamais, mais enfin bon, c'est des sujets qui existaient à cette époque-là. Et la présence des crucifix, alors c'était assez intéressant parce que la mise en œuvre pratique de la loi, c'était en gros, bon, faut les retirer, parce qu'il faut qu'il y ait une neutralité dans les écoles. Mais si les gens sont pas trop d'accord pour qu'on les retire, on les retire pas, on les retirera plus tard. Et je trouve que par rapport à la manière dont aujourd'hui les gens discutent de la laïcité, il y aurait matière à revenir à l'histoire de la loi, de cette loi de 1905 sur ce sujet-là. Et je sais qu'on peut questionner longuement
le terme de neutralité, parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire neutralité, ça peut vouloir dire qu'il doit y avoir aucun symbole religieux présent dans des lieux de service public. Ça, c'est la version que vont avoir certaines personnes. D'autres vont considérer que la neutralité vis-à-vis des religions, c'est le fait d'être tout simplement d'être neutre vis-à-vis d'elles et de considérer que elles sont là, puis c'est pas spécialement un sujet. Mais justement, je voudrais en venir sur la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce live. Alors, aujourd'hui, je sais pas si on commence par aujourd'hui ou si on commence par la semaine dernière. Mais bon. Je pense que faut qu'on commence par ce qui se passe aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est la dernière étape, enfin, c'est l'étape la plus récente de quelque chose qui existe dans la société depuis longtemps, qui est alimenté fortement par l'extrême droite, alimenté par les médias. Mais attends. Antoine, la vraie question, c'est ça. On fait quoi du droit des musulmans à exister sans devoir négocier leur place à chaque loi, à chaque débat, à chaque soupçon? Si la laïcité protège vraiment, elle doit commencer par ça. Tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord avec ça. Et oui, tout à fait. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, c'est bien tout le problème. Bon, du coup, on va commencer par la semaine dernière. La semaine dernière, ils ont fait ça. Donc ça, Écran de veille, qui est un magazine, d'ailleurs, où le rédacteur en chef... Non, c'est pas le rédacteur en chef. C'est quoi son titre? Le fondateur et directeur de la publication. Lui, il a reçu des sous des Émirats Arabes Unis. Hein. Donc, alors, Écran de veille, c'est un magazine qui est publié tous les mois, je crois. Oui, c'est ça, tous les mois, et qui prétend être un mensuel pour résister au fanatisme, au pluriel. Et en fait, quand vous allez regarder l'historique de ce mensuel pour résister au fanatisme, on peut le faire, je vais aller regarder. Écran de veille, toc. Voilà, écran de veille. Alors, avec un site tout pourri. Voilà. Est-ce que c'est là? Bon, ils sont même pas à jour. C'est vous dire à quel point, c'est des branquignoles. Navigue. Ouais, ça marche. Alors vous voyez, essentiellement, on parle de l'islamisation. Alors Trump, beaucoup, ils sont beaucoup sur Trump. L'Iran. Là, c'est quoi encore? Asservissement des femmes afghanes. Le naufrage frères musulmans. Comment les frères musulmans ont inspiré l'islam politique chiite. Enfin, il y a quand même un caractère un peu obsessionnel sur frères musulmans, islamisme, etc., etc. Il faut savoir que les frères musulmans, c'est des ennemis des Émirats Arabes Unis et que peut-être que tout ça a un lien, mais j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que ce truc que vous connaissiez pas avant, mais que nous, on reçoit, sachez-le quand même, nous, on reçoit dans nos trucs de députés, là, on a des petits casiers. En gros, on a des petits casiers à courrier. Tous les mois, on reçoit ce truc-là. Et ça coûte du pognon d'envoyer gratuitement des magazines comme ça à 577 députés. Donc, ils ont des sous. J'aimerais bien savoir d'où ils viennent leurs sous. Parce qu'ils en sont quand même au numéro 63. Donc, ils doivent avoir beaucoup d'argent. Et donc, ce magazine a décidé de commander un sondage à l'IFOP. L'IFOP, un institut de sondage extrêmement sérieux et solide, comme chacun sait, qui fait à peu près n'importe quoi. Ah tiens, c'est marrant, vous pensez que c'est ce terrain? Bah non, moi je pense que c'est une puissance étrangère. Moi je pense que c'est potentiellement c'est les Émirats Arabes Unis. Mais je me suis aussi posé la question de savoir quand même si ça pouvait pas être Périclès qui s'était mis dans la... Donc le truc de ce terrain, qui s'était pas mis dans la bataille. Pourquoi je me suis dit ça? Parce que dans le plan Périclès, je peux peut-être vous retrouver le truc, dans le plan Périclès, Périclès, humanité, il y avait justement exclusif, le projet Périclès navigue. Dans le plan Périclès, il y avait justement... Oh, flûte. Attends. Voilà. Je savais bien qu'il était en accès libre. Quand même, l'UMA, quand ils font des informations de premier plan,
de premier plan, c'est le cas de le dire. Ils font, tiens, regarde, hop là, IFOP. Dans les priorités 2024 du plan Périclès, il était question de créer des projets organiques, et notamment le baromètre Victoire idéologique, un observatoire indépendant et scientifique qui mesure objectivement l'état du pays sur des sujets sociétaux, par exemple lien social, familial, sécurité, criminalité, démographie, souveraineté économique, culture, et diffuse massivement ses résultats pour toucher toute la population française et remettre au cœur du débat les bons chiffres sur les sujets qui comptent. Et donc, dans les partenariats qu'il ciblait, il disait IFOP. Et c'est le seul institut de sondage sur lequel il disait qu'ils espéraient établir un partenariat. J'avais posé la question lors de la commission d'enquête pour savoir s'il y avait un partenariat qui avait été mis en place entre l'IFOP et Périclès. Et les réponses étaient plutôt négatives. Mais j'en viens à me poser la question quand même, parce que je trouve que l'IFOP, dans ses dernières publications, est quand même dans une tendance qui me semble assez inquiétante. Tu veux me dire un truc? Non? Pardon. Ok, d'accord. Et juste, voilà. Tac. Vous avez vu ça? Objectif d'ici décembre 2024, co-création financement de 3 baromètres monothématiques. Alors ça, ils n'ont pas réussi, mais on imagine que c'est dans leurs objectifs quand même, avec des structures externes, islam et insécurité, immigration extrême gauche. J'avais demandé à Arnaud Rérol, le directeur de Périclès, si quand il voulait faire un baromètre islam et insécurité, il entendait par là que l'islam serait un facteur d'insécurité. Et il avait répondu: je m'intéresse à l'islam, je m'intéresse à l'insécurité, je m'intéresse donc au lien entre l'islam et l'insécurité. C'était quelque chose comme ça à peu près qu'il avait dit. Mais vous voyez comment, bah, c'est vrai que c'est possible. Vous avez raison d'avoir l'intuition Périclès, parce que il peut être intéressant d'aller creuser là-dedans. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des moyens d'enquête qui soient encore à ma disposition pour aller regarder si cet écran de veille a reçu des financements particuliers et puis qu'on puisse poser des questions à l'IFOP. Mais malheureusement, je n'ai plus les moyens d'enquête. Donc, on peut malheureusement pas aller enquêter. Mais, tout de même, ce qu'on peut faire, c'est regarder si l'IFOP a fait un travail sérieux. Et c'est pas le cas. Ça vous étonne? Ça vous étonne pas? C'est pas étonnant. Donc, on va essayer de regarder ça. Et vous allez voir d'où est partie cette histoire. Ah mince, oh là là, j'ai 12 000 documents. Non, coup dur pour Antoine Léaumont. Coup dur là, coup dur. Téléchargement. Doc, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, alors, rapport IFOP. Ah, j'ai! Toc. Ok, c'est bon. Je vais vous montrer. C'est hyper impressionnant. Voilà. Alors, ça s'appelle pompeusement État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France. Alors, au début, ils font la distinction entre les deux, puis à la fin, islam et islamisme, c'est un peu synonyme. Ça commence sur les chapeaux de roue. La première slide, accrochez-vous. Combien d'islamistes? Le halo de l'islamiste. Et ils essayent de vous faire flipper, comme si qu'il y avait un halo de l'islamisme de 44% des personnes musulmanes dans notre pays. En fait, c'est un halo, vous voyez, c'est un continuum. Quand vous êtes musulman, vous finissez islamiste, quoi, si on en croit les règles de sondage. Mais en fait, tout le sondage est comme ça. Tout le sondage, c'est que les musulmans, ils aiment les islamistes, ils prient beaucoup, vous comprenez, ils sont très croyants. Donc, du coup, ça laisse à penser qu'en fait, s'ils sont très croyants, potentiellement, ils vont aimer les terroristes. Et donc, s'ils aiment les terroristes, chaque musulman est une inquiétude à part entière. Enfin, voilà. En gros, c'est ça. C'est une mise sur le même plan systématique du fait des questions qui sont posées et des réponses qui sont attendues pour essayer d'obtenir un fait politique, c'est-à-dire le fait politique qu'ils cherchent à obtenir, c'est de dire que les musulmans seraient un danger dans notre pays, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que vous pensiez
que les musulmans, tous les musulmans, ou une grande partie des musulmans en tout cas, soient associés à l'islamisme. Parce que si vous pensez ça, bah, il va être évident que vous n'allez pas avoir envie de vous solidariser de personnes dont vous pensez, comme le disait l'autre dame tout à l'heure, là, qui était, enfin dame ou pas dame d'ailleurs, mais j'ai dit dame parce qu'elle s'appelle des briques roses. Donc j'ai pensé, comme c'est féminin, des briques roses, que c'était une dame, mais c'est peut-être pas une dame, mais qui va penser que voilà que donc un musulman ensuite va potentiellement couper des têtes, parce que c'est ça qu'on essaye de vous faire croire. Et après tout, si vous avez envie de tomber dans le panneau et de vous faire les poches par les milliardaires qui sont bien contents du fait que vous vous en preniez à vos compatriotes musulmans plutôt que de vous en prendre à ceux qui ont payé le sondage, mais grand bien vous fasse. Grand bien vous fasse. C'est juste que vous allez faire souffrir beaucoup de gens autour de vous, y compris vous-même. Donc, continuez comme ça. Mais ce sondage, c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi à tous les plans. C'est-à-dire, moi, je regarde le point de départ. Voilà. Alors, ça a l'air un peu compliqué comme ça, hein. C'est précision méthodologique. Il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de chiffres. Ça fait pas envie. Alors, en fait, qu'est-ce qu'ils ont... Non, attendez, on peut même remonter avant. Il y a quand même un truc qui m'a fait halluciner. Ça, là, cette partie-là. Cette partie-là, elle est pas mal. Un mode de recueil adapté à l'objet de l'étude. Alors, faut savoir qu'ils ont fait le sondage par téléphone. Ça coûte une fortune de faire des sondages par téléphone. Donc, encore une fois, j'aimerais bien savoir qui a payé ce truc. Ils ont fait le sondage par téléphone et l'échantillon initial de base, c'est un échantillon de 14 000 personnes interrogées. C'est un gros échantillon, duquel ils ont tiré 1005 personnes qui se disent de religion musulmane. Ok ? Et donc, je regarde dans le détail, hein, et c'est là, ils expliquent que pour cette enquête, l'IFOP a fait le choix d'une approche basée sur l'auto-identification, c'est-à-dire de n'inclure que dans l'échantillon que des individus qui s'identifient eux-mêmes comme musulmans, qui soient convertis ou issus de familles musulmanes. Ok, d'accord. Hein ? Ah, pardon. Par musulman, on entend donc les personnes ayant répondu musulmane à la question « Pouvez-vous nous dire quelle est votre religion si vous en avez une ? Catholique, protestante, juive, musulmane, orthodoxe, bouddhiste, autre religion, sans religion, vous ne souhaitez pas répondre. » Ok ? Donc voilà comment ils ont fait. Et alors là, il y a un truc un peu étrange. Pour cette étude visant à mesurer la proportion de musulmans en France et leurs pratiques religieuses, l'IFOP a fait le choix d'un mode de collecte téléphonique. Ils font pas souvent ce choix-là. D'habitude, ils laissent les gens répondre par questionnaire. Ils appellent ça des questionnaires en ligne auto-administrés. Et là, non, ils n'ont pas fait ça. Dans la mesure, ce mode de collecte téléphonique, où il est celui qui garantit la meilleure couverture géographique et sociologique de la population musulmane, notamment en permettant de mieux représenter certaines populations, telles que les personnes de nationalité étrangère, les individus ayant une maîtrise limitée de la langue française ou des nouvelles technologies, ou encore les personnes ayant un faible niveau de revenus ou d'éducation. Ah bah déjà, on découvre à cette occasion que l'IFOP déclare qu'il y a des personnes qu'ils n'arrivent pas bien à capter dans leur sondage habituel par questionnaire en ligne auto-administré. Ça alors, moi j'ai jamais parlé des musulmans dans mon rapport sur l'organisation des élections en France, dans laquelle on a parlé des sondages. Ce rapport, tchac, ce rapport, quand même on fait des rapports qui sont sérieux, hein, toi. Mais j'ai parlé du fait, dans ce rapport, que les instituts de sondage étaient incapables de percevoir le cœur de notre électorat à nous, non pas parce que les gens sont musulmans, c'est pas ça le sujet. Ça, c'est ce que eux pensent sur notre électorat à nous. Mais parce que notre électorat à nous, il est jeune, il habite beaucoup dans les quartiers les plus populaires de notre pays, et que je leur ai dit, mais en fait, vous êtes incapable de constituer des échantillons qui correspondent au cœur de notre électorat. Donc, quand vous constituez des échantillons pour faire des sondages d'opinion, vous faites des sondages électoraux, vous faites des sondages qui sont des sondages où les gens que vous allez trouver qui disent voter pour nous sont des gens qui ont fait ça en deuxième choix. Donc, quand vous faites des redressements sur les personnes qui disent avoir voté pour nous
au final en deuxième choix et que vous faites donc des redressements, c'est-à-dire qu'on va pondérer à la hausse les réponses des personnes qui répondent, bah, vous pondérez à la hausse des gens qui finalement votent socialiste ou vert ou ce que vous voulez en premier choix. Donc, monsieur Dabi, qui m'avait répondu dans la commission d'enquête, m'avait dit oui, oui, c'est vrai, on a des difficultés à constituer, à représenter certaines populations, c'est plus difficile, etc. Ou c'était pas Dabi, c'était son voisin, là, justement, qui a fait le sondage, Klaus ou Kraus, je sais plus comment il s'appelle, qui a fait le sondage pour l'IFOP. Mais bref, ils avaient reconnu qu'ils avaient des difficultés à constituer une partie des échantillons. Et là, badaboum, ils disent qu'ils sont capables de le faire, mais à condition de passer des coups de téléphone plutôt que de faire des sondages en ligne auto-administrés. Bah tiens, et donc qu'ils n'hésitent pas, l'IFOP, à faire un jour un sondage par téléphone pour les élections, parce que si jamais ça donne des meilleurs résultats, mais vous allez voir que je n'y crois pas, si jamais ça donne des meilleurs résultats, mais on ne demande que ça. Mais juste, on revient à notre truc. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Oui, ils pourraient aller sur le terrain, mais aller sur le terrain, tu comprends, ça coûte cher, puis c'est un vrai travail, donc du coup, ils n'ont pas envie de le faire. Non, mais il n'y a pas un truc qui vous choque quand même dans la phrase là? Les individus ayant une maîtrise limitée de la langue française. Et donc, on leur a posé la question dans quelle langue, si jamais ils ont une maîtrise limitée de la langue française. Parce que si tu réponds à des questions que tu comprends pas, va y avoir un petit problème, tu vois. Moi, je peux vous poser des... Enfin non, je peux pas, j'allais dire, je peux vous poser des questions... Enfin, je peux vous poser des questions en espagnol, mais tout le monde parle espagnol ou anglais. Alors, je suis dans la... je suis dans la merde. Je parle pas une langue qui est peu parlée. J'aimerais bien parler, je sais pas quoi, moi. Enfin bon, si jamais on pose des questions à des gens qui parlent pas français, mais que les gens répondent aux questions, comment vous dire? Il y a un petit... Il y a un petit, il y a un petit sujet, non? Je sais pas, vous faites un sondage et les gens, ils peuvent pas comprendre la question. Mais bon, c'est pas grave, alors tout le monde trouve ça normal, donc continuons. Et il y a un autre problème qui est posé, vous allez le voir, on le verra sur la fin du sondage, mais vous allez voir ça, c'est que du coup, il n'y a pas seulement la question de la compréhension de la langue française, il y a aussi la question de la compréhension des questions elles-mêmes. Par exemple, le mot islamiste n'est jamais défini. À aucun moment, ils disent ce qu'ils entendent par le mot islamiste. Moi, j'ai une définition, je pourrais mettre un certain nombre de choses derrière, mais je ne suis pas sûr que tout le monde le comprenne de la même manière, ce mot-là. Et puis, par ailleurs, il y a des questions... Bah, allons-y maintenant, puisque je suis sur la question de la langue. Il y a des questions, faut avoir bac plus 1000 en islamologie pour répondre à la question, parce que franchement, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors attendez, c'est à la toute fin. Tu t'en vas? Ok, d'accord. Bon courage à toi. J'oublie pas de faire le raid. J'y pense très fortement car voilà. Bisous. Et peut-être bip-moi quand ça commence. Comme ça, j'envoie les gens. Ok, trop mimes. Salut, Suline. Voilà, c'est ça. Hein. J'ai trouvé que c'était n'importe quoi. Le degré de sympathie à l'égard des différents courants islamistes. Ok. Ok. Voilà. Vous pouvez bannir Crazy, il va trop loin. Crazy, il est où Crazy? Crazy Snake? Oula! Oula oui. Oula. Ah oui, non, non. Ah oui, non. Au revoir Crazy Snake. Non, non désolé parce que les propos racistes sur ma chaîne, non, il y a des... Non, non, c'est non. C'est non. Voilà. C'est non. Il disait, le dernier truc qu'il disait, c'est qu'est-ce que vous comprenez pas? On veut pas d'islam en France. Alors moi, personnellement, je m'en fous. Moi, ce que je veux pas, c'est des racistes en France. Ça, oui, j'en veux pas. Donc ça dégage. Donc là, voilà. Quel degré de sympathie à l'égard des différents courants islamistes? Alors là, vous avez une série de questions. Donc, degré de sympathie ou de je sais pas quoi, de sympathie ou d'hostilité à l'égard de la mouvance des frères musulmans, du salafisme, du wahhabisme. Et alors là, on entre dans des niveaux de précision. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Du tabligh, du takfir, du djihadisme, ça va, on connaît, et on voit d'ailleurs que le niveau de soutien est très faible, hein, contrairement à... Enfin, pardon, pas de soutien, de sympathie. Mais j'aimerais bien savoir qui... Bon, bref, j'aimerais bien savoir qui répond à ce sujet-là. Mais surtout, regardez là. Ah, je sais pas si je peux cliquer. Oui. Là. Ah bon, mince. Enfin, vous voyez à peu près, je peux pas... Et vous n'avez pas mon truc de soirée. Mais par exemple, si on prend du tabligh, vous avez
42% des gens qui répondent ne connaît pas, 6% des gens qui disent ne se prononce pas, et 34% des gens qui disent de l'indifférence, sachant que quand on a fait un peu de sociaux, on sait aussi que quand les gens répondent un truc qui est du type de l'indifférence, c'est parfois, et plutôt que ne connaît pas, c'est parfois parce que dans la présentation de soi, on n'a pas forcément envie de dire qu'on ne connaît pas un truc, et on va plutôt donner la réponse parfois, qui permet de pas passer pour un con, mais en même temps d'avoir répondu à la question. Mais ça, il faut faire de la socio, et je suis pas sûr que Monsieur Dabi ait fait de la socio. Je sais pas ce qu'il a fait comme formation avant, mais je me demande parfois s'il a fait de la socio ou si juste il a pris des cours de propagande, parce que ma foi, là, on est vraiment dans autre chose, quoi. Donc vous voyez, il pose des questions. Honnêtement, je sais pas combien il y a de gens qui seraient prêts à répondre, genre, je connais assez bien, là ce qui se passe pour répondre. Et ça, eh bien, ça sert pourtant pour dire qu'en fait, il y a 33% de musulmans affichant de la sympathie pour au moins une mouvance islamiste. Voilà. Voilà comment ils ont défini, et voilà comment ils construisent une partie des musulmans en mode voilà, vous avez, si vous tombez sur les musulmans, vous pouvez vous dire comme ça, là, pof, il y en a un sur trois, c'est un islamiste. C'est ça le but de ce sondage, ok? C'est le but éditorial de ce journal. Donc ils font un sondage et ils utilisent un sondage pour essayer de produire ce qu'ils essayent de produire, à savoir de la haine contre les musulmans. Mais attendez, c'est pas fini. Il y en a, alors vraiment, mais on pourrait le décrypter en long, en large, en travers, ce truc-là. Mais je reviens au tout début. Et puis ensuite, on va revenir en bas. Ce tableau-là, ce tableau, et franchement, s'il vous plaît, les sociologues ou les gens sérieux, les gens qui font de la stat, s'il vous plaît. Ok, on va zoomer un peu. Donc dans les sondages, comme vous le savez si vous regardez régulièrement ma chaîne, mais pas forcément si vous regardez pas forcément régulièrement ma chaîne, dans les sondages, comme ils n'arrivent pas à avoir une reproduction correcte de la population, ils font ce qu'ils appellent la méthode des quotas. Donc déjà, rien que scientifiquement, c'est n'importe quoi la méthode des quotas, mais admettons, on va dire que c'est une méthode sérieuse pour faire de la statistique. On va dire. Donc la méthode des quotas, c'est quoi? C'est vous prenez un échantillon de la population, et puis, comme vous avez les données de l'INSEE, vous faites des redressements sociodémographiques, et du coup, vous allez pondérer à la hausse ou à la baisse les réponses d'un certain nombre de personnes. D'accord? Du coup, quand il s'agit des données statistiques de l'INSEE, à la limite, on peut se dire pourquoi pas. C'est-à-dire, vous avez un effectif, un échantillon de base, donc là c'est la colonne de gauche, enfin les deux colonnes de gauche du tableau, où il y a écrit données brutes, et vous voyez qu'à droite, ils mettent les données redressées, et par exemple, ils ont pondéré à la baisse le nombre d'hommes, et à la hausse le nombre de femmes, pour coller aux statistiques de l'INSEE. Ok? Vous suivez jusque-là, c'est clair? Dites-moi si jamais c'est pas clair à un moment donné. Mais en gros, ce que ça fait, c'est qu'ils essayent, à partir d'un échantillon qui correspond pas tout à fait à la population telle qu'elle est, ils vont essayer de faire correspondre cet échantillon par un jeu comptable statistique. Comme les notes que vous avez à l'école, bah, vous avez des moyennes, vous avez des matières qui sont davantage pondérées, qui valent plus. Et bah là, c'est pareil. Si par exemple, et c'est souvent le cas, vous avez peu d'agriculteurs, alors là, en l'occurrence, pas de bol, ils en avaient le bon nombre. Enfin, ils avaient à peu près le bon nombre. 97, ils les ont pondérés à 100. Mais si on prend par exemple, voilà, les ouvriers, c'est souvent le cas. Les ouvriers, ils en trouvent toujours moins qui répondent aux questions, donc ils les pondèrent davantage. Mais sauf que ouvrier, ça veut potentiellement tout et rien dire. Ça veut potentiellement dire, en l'occurrence, quand on parle de sondages électoraux, par exemple, quand on parle de sondages électoraux, un ouvrier, si vous le pondérez à la hausse ou à la baisse, c'est pas tout à fait la même chose si jamais vous pondérez la catégorie ouvrier, si jamais vous en avez beaucoup qui ont répondu qui votaient RN, ou si vous en avez beaucoup qui ont répondu qui votaient insoumis. Ça fait pas le même résultat si jamais vous faites ça. Et ah bah non, ils étaient sous-représentés les retraités. D'habitude, vous avez une surreprésentation des retraités, par exemple. Bref, donc voilà l'idée globale. Ok, jusque-là, vous suivez. Mais là, donc vous voyez, hein, il y a écrit données brutes, données redressées INSEE 2022. On est ok? Et là,
À l'intérieur de leur échantillon de 14 244 personnes, ils ont 1005 personnes qui ont répondu que ils étaient musulmans. Et là, il se passe un truc bizarre. C'est qu'ils redressent les musulmans. Genre, sur la base de quoi? Genre, sur la base de quoi ils redressent les musulmans? Genre, il y a une statistique de la... Il n'y a pas écrit redresser à partir de l'INSEE. Alors, est-ce qu'ils redressent à partir de l'échantillon total, mais sans préciser, parce que ça serait n'importe quoi de faire ça? C'est possible. C'est pas impossible qu'ils fassent ça. Est-ce qu'ils ont des statistiques illégales? C'est possible aussi, hein. C'est possible qu'ils aient des statistiques illégales et que du coup ils disent pas au regard de quoi ils redressent leurs statistiques illégales, parce que sinon c'est un peu bizarre. Mais alors là où j'étais vraiment... je sais pas comment vous dire, je trouve ça sidérant, c'est qu'ils redressent en fonction de la nationalité. Et alors, le redressement en fonction de la nationalité, il est quand même assez space, parce que donc, ils trouvent dans leur échantillon de base 60% de Français de naissance et 13% de Français par acquisition. Déjà, vous remarquerez qu'ils font une différence entre les deux. C'est pas très républicain. Mais admettons, j'ai jamais considéré que l'IFOP était nécessairement une structure républicaine compte tenu de à quel type d'opération islamophobes ils ont décidé désormais de prêter leur nom. Mais bon, donc ils font un redressement sur les musulmans en fonction de s'ils sont français de naissance, français par acquisition, etc. Et il y a une ligne qui est quand même un peu, je me demande, étrangère, Maghreb ou Turquie, ils font passer cette proportion de 11,4% dans leur échantillon de base à 17,6%. Je ne sais pas pourquoi. Je me questionne. Ça m'interroge. Et puis par ailleurs, ils ont aussi une autre truc qui m'a intéressé. Alors l'origine du père, tu sais pas pourquoi. L'origine du père est un sujet de redressement pour les musulmans qui n'est pas un sujet de redressement dans le reste du sondage. Voilà. Mais voilà, globalement, il y a un sujet un peu sur la structure de cet échantillon. Mais attendez, on va aller dans autre chose maintenant. On descend. Alors non, attendez, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est là. Voilà. Toc. Donc je vous avais parlé de l'échantillon tout à l'heure. Mais ils ont créé un échantillon miroir. L'échantillon miroir, c'est quoi? Pour les adeptes des autres confessions, l'IFOP a constitué un échantillon miroir des personnes des autres religions. Ils ont fait un bloc, ils ont mis tout le monde dans le même sac, pouf, les autres religions. En suivant le même protocole méthodologique que pour l'échantillon de musulmans. Ce sous-échantillon de personnes d'autres religions est donc extrait d'un échantillon représentatif de l'ensemble de la population métropolitaine, dont les caractéristiques, identiques en termes de mode de recueil, téléphone, etc., et de méthode d'échantillonnage, méthode des quotas, et d'indicateurs, questions identiques, garantissent une parfaite comparabilité de leurs pratiques religieuses avec celles des Français musulmans. Oui, ah, tiens donc. Et en fait, quand vous regardez l'échantillon miroir, ce qu'ils appellent donc l'échantillon miroir, c'est un échantillon de 526 personnes, je crois. 526 personnes. C'est-à-dire, ils vont poser la question à 14 244 personnes. Ah bah, il y a Pafnouti qui dit pour un mathématicien comme moi, ça pique les yeux. Oui, bah alors attends, t'es pas au bout de tes surprises. Donc, ils posent à 4244 personnes. Ils ont leur échantillon INSEE redressé, machin, etc. Ils posent la question, c'est quoi votre religion? Donc, ils trouvent 7% de musulmans. Ouf, oh là là, dis donc. Ça doit les paniquer, tu vois. 7% de musulmans, oh là là, mon Dieu, c'est beaucoup pour eux. Donc ils trouvent 7%. Et après, plutôt que de poser les questions aux 14 244 personnes, parce que c'est des flemmards et que ça coûte trop cher de faire comme ça, plutôt que de poser les questions pour garantir la comparabilité des échantillons, vous demandez un échantillon de 14 000 personnes, il y en a 7% qui vous répondent qu'ils sont musulmans, vous interrogez les 7%, et ensuite vous décidez arbitrairement que dans tous les autres, vous allez en prendre 526 en considérant qu'ils sont représentatifs
de l'ensemble du reste de l'échantillon. Mais c'est totalement stupide en termes de méthode. C'est-à-dire, bon, je sais pas ce que tu as, Bastien de Perpignan. J'ai vu que tu m'avais dit plusieurs fois: «Salut Antoine, c'est Bastien de Perpignan». Bonjour Bastien de Perpignan. Mais, mais j'ai vu, c'est bon. Tu peux arrêter de mettre le commentaire. Bonjour Bastien de Perpignan. Mais donc, si vous prenez un échantillon de 14 244 personnes, que l'essentiel du sondage, vous le faites sur 7% de cet échantillon, et qu'ensuite, vous allez comparer les 7% de cet échantillon avec 3,5% du coup, vu que c'est la moitié à peu près de l'échantillon, vous allez comparer avec 3,5% du reste de votre échantillon initial, en considérant que vos 3,5% de l'échantillon que vous utilisez, ils valent pour les 93% de, de, de votre échantillon, comme une représentation de 93% de l'échantillon. C'est une dinguerie en termes statistiques. Et les mecs, ils osent dire, ouais, ça garantit une parfaite comparabilité grâce à la méthode des quotas. Eh ben non, non, ça marche pas. En fait, ça ne marche pas. Si vous faites un sondage sur 14 000 personnes, bah, vous êtes obligé de poser des questions à 14 000 personnes pour que ça ait de la valeur. Parce que sinon, vous allez faire reposer sur une base statistique extrêmement faible des données comparatives qui ne sont pas comparables. Voilà, c'est comme... Regarde, je vais vous prendre un exemple parce que je vois qu'il y a des gens qui me disent je comprends pas. C'est comme si vous aviez un paquet de M&M's et dans votre paquet de M&M's, vous faites un sondage de votre paquet de M&M's et vous allez prendre tous les M&M's rouges. Les M&M's rouges, on va dire que c'est les musulmans, ok, dans cet exemple-là. Donc vous prenez le paquet de M&M's rouges, hop, et tous les autres M&M's, vous, vous allez dire non, mais en fait, on va en prendre un de chaque couleur et ça suffira pour décrire ça suffira pour écrire tous les autres M&M's, ok. Ouais, ok. Il y en a un, il a 2 cacahuètes à l'intérieur. Bah, c'est pas grave. Cette spécificité statistique de ce M&M's là, on va considérer que c'est une vérité statistique pour tous les autres, ok. J'espère que j'espère que je vous ai éclairci les choses. Et non, j'ai fait exprès de ne pas prendre les M&M's verts pour aller contre la stratégie de regardez-moi ça, comment ils sont. Bref, je fais exprès. Mais ça, c'est stupide ou malhonnête au choix. Ça peut être les deux, mais admettons que ce soit plutôt stupide que malhonnête. On va faire comme ça. Mais attendez, j'ai un autre truc à vous montrer. Ça m'a fumé. Ah voilà. Ah là quand même. Ah bah c'est le sujet important dans la vie. C'est ne faudrait-il pas un peu taper sur les femmes musulmanes et dire que quand même ça serait un problème. Eh ben si, ça ne loupe pas. Donc là on est sur un sondage basé, vu que c'est pas sur l'intégralité des personnes qui sont interrogées. Pareil, la dame qui est étudiante en master à HEIP, qui souhaiterait un stage en alternance et qui met 12 000 commentaires sur le sujet, je vous invite à arrêter car la réponse est plutôt de me contacter par mail sur, même si je crois que vous ne le voyez pas le commentaire parce que il est retenu par Automode. Je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse de député si vous cherchez un stage, car je ne réponds évidemment pas ici aux demandes de stage d'alternance. Donc alors là, on est sur un sondage basé sur 481 personnes, donc les femmes musulmanes de ce sondage, sachant que à aucun moment il est dit si l'intégralité de l'échantillon répond, c'est-à-dire on nous dit 481 personnes, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas répondu à cette question-là, c'est pas précisé. On va faire comme si tout le monde avait répondu. Donc là, on demande est-ce que vous portez le voile, qu'il s'agisse du hijab ou du niqab. Et ils vont créer un bloc de 31% de personnes qui disent oui, oui, 31. Alors vous voyez comment ils le mettent en gros. 31% des Françaises musulmanes se voilent en 2025. Sachant que vous en avez 19% qui disent oui toujours. 5% qui disent oui sauf sur le lieu de travail ou d'études. Oui mais rarement 7%. Et tout ça, ça fait une catégorie. Ok, d'accord. Donc la catégorie
Vous imaginez bien, 31% de 480, en réalité, j'ai fait le calcul, ça fait 149. Mais eux, ils en ont 148. Et donc, sur les 148, c'est là que c'est écrit. Il faut lire les petites lignes parce que sinon, on voit rien. Mais sur les 148, ils posent des questions, respecter l'obligation religieuse, etc. Donc, vous voyez, il y a des questions quand même aussi sur le poids du système patriarcal dans notre pays, ne pas attirer sur soi le regard des hommes pour se sentir en sécurité, sans que ce soit précisé à chaque fois. Et puis, vous avez ça, qui est quand même là, le grand truc des personnes qui pensent que les femmes musulmanes seraient victimes de leur mari. D'ailleurs, c'est indiqué, hein, famille, voisins, conjoints, c'est très important parce qu'il faut bien essayer de présenter quand même les musulmans comme des gens qui sont plus patriarcaux que les autres. Et vous avez donc sous pression de vos proches. 2%. 2%. J'ai fait le calcul, ça fait 3 personnes qui ont répondu ça. Donc 3 personnes. Et vous avez néanmoins 3 personnes. Ça sert à faire des statistiques. Et comme ça leur convenait pas le résultat, ils ont décidé d'inventer une catégorie qui est proportion totale de musulmanes voilées pour faire... C'est le truc là. Toc. Proportion totale de musulmanes voilées pour faire face aux risques ou pressions pesant sur les femmes. Et là-dedans, ils ont mis une grande catégorie. Enfin, ils ont regroupé un truc dans lequel ils ont mis pour ne pas attirer sur vous le regard des hommes, pour vous sentir en sécurité, pour ne pas être perçu comme une femme impudique ou indécente, et sous pression de proches. Voilà, comme ça vous avez l'impression. Ils ont fait passer de 2% de réponse à 59% sur 148 personnes. Les pressions qui pèsent sur les femmes, sous-entendu, c'est les proches, la famille, etc. Et les médias reprennent ça sans rien interroger, en faisant des plateaux et des plateaux sur le sujet, en allant dans le sens d'un journal d'extrême droite sans se poser de questions sur ce sujet. Ça pose de problème à personne. De toute façon, quand il s'agit de taper sur les musulmans, dans les médias, dans le champ politique, il y a toujours du monde. Et quand il y a des gens comme moi qui disent que ça commence à bien faire, que ça suffit, et qui envoient juste un tout petit peu de solidarité à nos compatriotes qui sont concernés par cette violence systématique et systémique qui est organisée contre les musulmans, et ben on se fait traiter de tous les noms et nous voilà devenus des islamo-gauchistes, des complices du terrorisme, de ce que vous voulez. Et ben je préfère 1000 fois me faire accuser de tous les noms d'oiseaux de la terre et avoir de la solidarité pour mes compatriotes, et je le répète, pas seulement mes compatriotes, mais les personnes qui sont visées en raison de leur religion, parce que c'est ça, être un vrai laïc, normalement, c'est considérer qu'une personne ne doit pas être vilipendée en raison de sa religion. Mais attendez, c'est pas fini, je continue, parce que quand même, ça serait trop léger. Il compare des chèvres et des carottes, ok? Alors allons-y, c'est où? C'est où? Par ailleurs, il y a des trucs qui sont un peu... Il y a des trucs qui, moi, me font marrer. Enfin, me font marrer. Pardon, c'est pas drôle, mais il y a des trucs qui me font... qui sont contre-productifs pour eux, vous voyez. Regardez, ces vilains intégristes musulmans. Ah là là. Ils sont plus souvent en couple avec des personnes d'autres religions que l'ensemble des Français, même si l'ensemble des Français, c'est censé être 526 personnes. Contre-productif, contre-productif. Et puis pareil, il y a d'autres trucs qui sont contre-productifs pour eux, mais je passe pas dessus. Je veux venir que sur les problèmes méthodologiques que j'ai pu repérer. Attendez, je regarde juste. Hop. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, tiens, par exemple ça. Ça m'a fait rire. Dans les trucs contradictoires pour eux, vous voyez, 73% des musulmans vivant en France indiquent qu'un musulman a le droit de rompre avec l'islam, contre 44% en 1989. Oh bah tiens, ça alors. Ça, cela voudrait-il dire que contrairement à ce qu'ils essayent de dire, en fait, les gens sont de plus en plus progressistes? Je ne sais pas, peut-être que... Oh là là, peut-être qu'en fait, c'est un mouvement général de la population. Alors, attendez. Tac. La préférence entre le respect, ça c'est pareil, c'est n'importe quoi. Mais bon, admettons, je passe sur des dingueries, mais je vais aller sur un... Voilà. Alors là,
Là, on était sur le truc de champion du monde, tu vois. Là, on était je crois qu'on a un bon raciste anti-musulman. EP5 à dégager. Pas besoin d'un Pascal Pro. Alors, EP5. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Hop, ça dégage. Donc, attendez. Euh, Alors, une minute de silence pour ce raciste parti trop tôt. Ah ouais, d'accord, vraiment, il vous saoulait. Ouais, vraiment, qu'est-ce qu'il a dit alors, lui? Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, non, là, on était sur des propos vraiment... On était sur des propos qui tombent sous le coup de la loi, là. Alors, là, on est dans le cœur du dispositif. Je vous ai dit, le dispositif vise à faire penser que musulmans égale islamiste. Alors là, regardez-moi ça. Le degré d'approbation des positions des islamistes, évolution de 1998. Alors déjà, il ne parle pas français, parce que normalement on dit évolution depuis 1998, mais mettons évolution de 1998. Ok, donc vous voyez, il y a un petit graphique, tac, là, voilà, tchouk, et là, 38% des Français musulmans approuvent tout ou partie des positions islamistes, alors qu'ils étaient 2 fois moins à partager les positions des intégristes en 1998. Mais si vous zoomez, attendez, si vous zoomez, aïe aïe aïe, c'est pas la même question. Islamiste et intégriste, c'est pas les mêmes mots. Et je vous disais au début, il y a un problème de définition qui est posé. À aucun moment, ils ont défini ce que ça voulait dire islamiste. Ils disent pas islamiste égale, ça correspond à je sais pas quoi. Par exemple, s'ils avaient dit euh, les islamistes, ça correspond aux personnes qui sont favorables à commettre des actes terroristes pour tuer des gens au nom de la religion. Moi, j'aimerais bien voir à combien serait la courbe. En fait, on peut le savoir un peu, parce que en réalité, ils ont posé la question à un moment donné sur djihadiste, et je pense que pour l'essentiel des gens, ce à quoi ça renvoie djihadiste, c'est des gens qui tuent d'autres gens. Donc, ils comparent des chèvres et des carottes, et attendez, ils vont plus loin que ça. Ils le savent, mais ils le font quand même. C'est les petites lignes qui sont là. Regardez. Ah, quand même, on part de ça comme on part de ça. Hein, on va mettre à 100%. Toc. 100%. Voilà. Alors déjà, vous voyez bien qu'à 100%, il faut vraiment avoir des bons yeux pour voir qu'ici, là, il y a écrit islamiste et que là, il y a écrit intégriste. Puis, il y a une petite astérisque. Et la petite astérisque, elle renvoie là. Toc. Attends. Oh mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais pas faire ça. Elle renvoie là. Alors, vous lisez le truc qui est là. Les réponses de 1998 sont issues d'une étude Sofres pour le Nouvel Observateur réalisée du 29 décembre au 3 janvier 1998 auprès d'un échantillon de 500 musulmans âgés de 15 ans et plus, données affichées sur la base des musulmans déclarés. Dans cette enquête, le terme utilisé pour islamiste était intégriste. Alors, dans cette étude, c'était pas le même mot. Dans cette étude, c'était pas le même mot. En raison des différences de formulation, la comparaison des résultats entre ces deux enquêtes est à interpréter avec prudence. Et là, ils ont fait quoi? Ils ont été vachement prudents. Proportion de musulmans approuvant tout ou partie des positions islamistes 2025-1998. Ils en ont plus rien à foutre de savoir qu'il faut examiner avec prudence. Et là, ça y va. Plus 19, plus 21, plus 18, plus 13, plus 21, plus 18, plus 14. Voilà. Donc là, vous avez un condensé de n'importe quoi en termes de réalisation d'un sondage. C'est juste de la propagande. C'est une utilisation d'un institut qui est l'IFOP, qui est censé être un institut sérieux. Alors là, tout le monde vous dira que l'IFOP, surtout Monsieur Dabi. Oh, j'ai un appel. Au revoir. Surtout Monsieur Dabi. Alors Monsieur Dabi, il faut savoir quand même qu'il m'envoie régulièrement des SMS d'insultes à chaque fois. Eh oh, 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 wow, 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 qui m'appelle? Qui m'appelle? Qu'est-ce que c'est qui m'appelle là? Qui m'appelle? Est-ce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qu'on connaît ça? Vous connaissez pas? Ah puis il s'acharne, on va bloquer à force. Bloquer, voilà.
ça va être toc, bloqué. Sinon, ça va sonner tout le temps. Bloqué. Avec à pas appeler 3 fois. Ah, c'est peut-être c'est peut-être Dami qui m'appelle et qui a changé de numéro. Ouh, ouh, ouh. Voilà, tant pis. Ça avait l'air urgent, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Donc, je vous disais, c'est n'importe quoi. Et voilà. Et donc, ça a servi à abondamment faire des commentaires médiatiques. Et à tel point, attendez, c'est ça quand même qui a été pas mal. C'est que il y en a certains quand même, au bout d'un moment, je veux dire, même pour eux, c'est trop quoi. Ça devient vomitif en fait, à force. Cette ambiance, c'était Florence Bergeau-Blaclair, c'est possible, qui était en train de m'appeler pour savoir alors quels sont vos liens avec les islamistes. Tu vois. Je crois que l'effet de ce qu'ils sont en train de produire là en ce moment vis-à-vis des musulmans, il y a des gens qui pourtant parfois peut-être participent. Oh bah décidément tout le monde s'y met, c'est pas possible. Qui des fois peuvent. Attends, ce qu'on va faire, on va carrément fermer. Voilà. Pof, comme ça je suis tranquille. Voilà. Il y a des gens qui. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, il y a des gens qui, je pense, c'est trop pour eux dans le monde médiatique. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Toc. Ah, je vais juste dire OK, pas de problème. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Dans mes messages sauvegardés? Oui, sans doute. Voyons ça. Tiens, voilà. Ça, c'est Neila Latrousse. Journaliste sur BFM. Et je vais vous mettre ça ici. Pof. Alors, je suis désolé, j'ai pas fait mes réglages de son, tout ça. Je vais vous mettre le... ça va pas être... Ça va pas être fameux le son, mais on va dire que c'est pas grave. Dac, vous êtes d'accord avec moi? Allez, vous êtes dac. Mettre plus fort. Toc. Voilà, écoutez. Alors, je vais commencer par un point. Je suis un peu embêtée par la méthodologie. Et ça me dérange puisque l'IFOP est un institut très sérieux, mais je trouve qu'il y a un peu des choux et des carottes, si j'ose dire, dans cet échantillon-là, qui n'est pas un échantillon de 14 000, qui est un échantillon de 1000 et quelques, qui a été extrait d'un premier échantillon de 14 000. Et dans ce millier de répondants, des musulmans français, des étrangers, et précise la notice de l'IFOP, des personnes maîtrisant mal le français. Alors, ça reste marginal, hein. Enfin, on va se dire, il faut faire un travail sérieux, mais je suis juste un peu embêtée. Oui, il parce fallait qu'en que général, je le dise. les études se font à l'ordinateur. Là, ils ont appelé tous ces gens, donc effectivement, l'enquête a l'air très sérieuse. L'enquête, je ne remets pas en cause le sérieux de l'IFOP, encore une fois. Je dis juste, je suis embêtée par l'échantillon. J'aurais préféré une enquête, par exemple, Avec ne plus repose... de personnes. Non, mais que sur les Français de confession musulmane. Alors, je vais commencer par un point. Je suis... Et vous voyez, une journaliste de BFM signale. Oh là, pardon, j'avais mis à fond le. Ah non, j'avais pas mis à fond, ça va. Une journaliste de BFM signale qu'elle a un doute méthodologique sur le sondage. Et il y a écrit quoi comme bandeau? Sondage. L'islamisme gagne du terrain chez les jeunes. Ah. Ah. Au secours. Au secours. Au secours. Et alors attendez, il y a aussi Jean-Michel Apathy qui a fait un tweet. Ah, j'étais sidéré. Son tweet à Jean-Michel Apathy, il était impressionnant. Alors. Attends. Où est-ce que c'est? Ah, flûte. Voilà, trouvé. Hop. Hop, hop. Hop. Je suis désolé, j'ai 12 000 fenêtres d'ouvertes. En plus, avec les gens qui appellent, ça n'aide pas. Toc. Alors voilà. Il fait une longue publication. Et je pense que je vais vous la lire in extenso parce que ça m'a bien plu. Comme quoi, tout arrive. Tout arrive. Me voilà en train de citer in extenso Jean-Michel Apathy.
Mais des fois, il a des fulgurances, tu sais. C'est bizarre, hein. Des fois, vraiment, il raconte n'importe quoi. Mais une fois de temps en temps, bah, faut reconnaître qu'il frappe juste. Alors, allons-y. Il dit, il faut revenir sur ce sondage de l'IFOP Opinion consacré aux musulmans présents en France, forme et fond. L'étude a été réalisée par une revue que personne ne connaît, Écran de veille, et dont personne ne connaît les animateurs, non qu'ils soient clandestins, mais parce qu'ils ne possèdent aucune notoriété. Ce ne sont d'ailleurs pas les animateurs de cette revue qui ont assuré la promotion de ce sondage dans les médias, où il a été très abondamment commenté et aussi très largement instrumentalisé. Ce sondage est livré clé en main au Figaro qui en a fait sa une mardi 18 novembre. Pourquoi la revue Écran de veille n'a-t-elle pas profité de cette circonstance pour se faire un peu connaître? Bah oui, bonne question. Parce que normalement, quand vous faites un sondage comme ça, avec le prix que ça coûte, vous en servez pour vous faire un peu connaître. Ce sondage, pourquoi la revue, pourquoi a-t-elle donné ce sondage à un autre média? Quel sens a un investissement dans un sondage dans ces circonstances? D'ailleurs, combien a-t-il coûté et comment une revue que personne ne connaît et dont très peu ont entendu parler a-t-il pu cela payer? Bah oui, bonne question. Bonne question. La transparence a cette vertu dans une démocratie qu'elle permet de déjouer parfois les manipulations de l'opinion. Ici, tout est opaque, secret. Les réponses de l'IFOP à ces questions, posées par mes soins, sont évasives au nom de la confidentialité des affaires. Ça, c'est le grand truc des sondeurs. C'est non, mais pardon. Oui, oui, on est un outil utile au débat démocratique, mais par contre, dès que tu poses des questions de transparence, secret des affaires. Secret des affaires. Ça coûte combien un tel sondage? Me demande Jazrakoun. 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 Ça veut dire. Raccoon, c'est raton laveur, non? T'es un raton laveur du jazz. Jazrakoun. Ça coûte cher. Je sais pas combien. Mais un sondage questionnaire en ligne auto-administré, c'est-à-dire pas par téléphone, ça coûte, avec un tel nombre de questions, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Donc là, je ne sais pas combien ça coûte, mais peut-être que ça se compte en dizaines de milliers d'euros. C'est peut-être plus de 10 000 euros un sondage comme ça. En tout cas, c'est un sondage qui doit pas être donné, hein. Ça doit pas être donné un sondage comme ça. Donc, l'IFOP, la transparence a cette vertu dans une démocratie qu'elle permet de déjouer parfois les manipulations de l'opinion. Oh? Attendez, quelqu'un qui essaierait de manipuler l'opinion avec un sondage? Alors là, je n'ose le croire. Ici, tout est opaque, secret. Les réponses de l'IFOP à ces questions posées par mes soins, j'ai déjà dit, sont évasives au nom de la confidentialité des affaires. Nous voici donc face à un objet éditorial hautement explosif, sans posséder aucun des éléments qui permettrait de se faire une idée des commanditaires et de leur motivation. Bah tiens, t'inquiète qu'on a une idée de leur motivation. Il faut d'ailleurs noter l'absence de curiosité de la presse en général, qui n'a pas paru saisir l'enjeu de ce sondage, qui est utilisé ici de formuler simplement. J'ai pas compris, c'est pas grave. Au terme d'une avalanche de chiffres, il apparaît que les musulmans français sont de plus en plus musulmans et de moins en moins français. C'est ça qu'ils essayent de vous faire penser. Des apatrides en quelque sorte, comme l'a très bien expliqué Zemmour Eric face à Raphaël Glucksmann, le même ressort que pour l'antisémitisme qui décrétait les juifs coupés de la nation à cause de leurs pratiques culturelles et religieuses. Que cet implicite odieux ne suscite aucun débat d'ampleur et encore moins de mise en garde nous renseigne autant sur l'état de la société française que sur les musulmans en son sein. Et c'est ça en fait l'objectif qui est posé euh, par ce sondage. C'est-à-dire que l'objectif de ce sondage, il est de mettre à distance une partie de nos compatriotes, comme je le disais tout à l'heure. Sur le fond, l'étude est un assemblage de questions nombreuses, diverses, certaines simples et accessibles, d'autres complexes et parfois confuses. Les détailler serait fastidieux, j'ai essayé de le faire un petit peu. Il y a un très gros article de Mediapart sur le sujet que je vous invite à aller regarder aussi. Une d'elles mérite un sort particulier, d'autant plus justifié qu'elle a servi de base à la plupart des commentaires effrayés ou alarmistes. Je cite Le Figaro, 57% des 15-24 ans pensent que les lois de la République passent après les règles de l'islam, la législation française étant moins importante que la charia. Autant dire
et écrire que nous avons là des islamistes en herbe et des terroristes en puissance, mais tout de même, est-ce sérieux? Il faut imaginer des enquêteurs de l'IFOP au téléphone avec des adolescents de 15, 16 ou 17 ans leur demandant toute attraque sans réelle mise en perspective et alerte sur l'importance de la réponse, s'ils sont pour ou contre la charia. En fait, ils se trompent. Si vous voulez, on va revenir dans le détail de ça, mais c'est même pas ça la question qu'ils leur ont posée. L'IFOP estime donc ce jugement des adolescents qui ne connaissent pas, gna gna gna, et ça paraît suffisamment solide, nourri par une réflexion philosophique d'ampleur pour pouvoir répondre sans ciller à République ou charia et ainsi engager toute une classe d'âge dans un pays donné. Ceci serait risible si les conséquences n'étaient pas immenses. Voilà une communauté culturelle désignée en tant que telle et indépendamment de sa complexité comme source d'inquiétude majeure pour le reste d'une population qui n'aspire qu'à la paix, le contour exact de ce qui peut nourrir un jour une guerre civile. Eh bien, honnêtement, euh, c'est exactement ça l'objectif de ceux qui font ce type de sondage. Mais par ailleurs, là, il va pas assez loin en fait, Apathy, parce qu'il n'a pas regardé dans le détail ce qu'était la question posée en réalité sur le sujet les lois de la République et les lois de l'islam. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, la préférence entre le respect des lois françaises et des règles de l'islam. Alors, vous voyez, alors là c'est pareil que la dernière fois, ils essayent de faire un comparatif avec 1995 et encore une fois, je crois que c'est pas la même question. Oui, c'est pas la même question, vous allez voir pourquoi. Donc, la question qui est posée, c'est sur un sujet important dans votre famille, comme l'abattage rituel, le mariage ou l'héritage, que feriez-vous si vous deviez choisir entre le respect des lois françaises, le respect des règles de votre religion? Et ah non, pardon. Oui, si. Le respect des lois françaises et le respect des règles de votre religion. Et donc l'idée, c'est d'essayer de montrer que les croyants musulmans préféreraient les lois religieuses aux lois de la République française. Sauf que, en fait, la plupart du temps, il n'y a pas de contradiction. Donc, par exemple, sur l'abattage rituel, bon, bah, c'est autorisé. La question serait peut-être si jamais c'était pas le cas. Mais par ailleurs, la question a été posée au gars qui a fait le sondage, enfin le responsable politique du sondage, je me souviens plus comment il s'appelle, qui a répondu dans Mediapart et qui a dit non, mais en fait, en vrai, la question sur l'abattage rituel, c'est pour les gens qui égorgent les moutons chez eux ou un truc comme ça. Enfin, vraiment, le niveau est lamentable, quoi. Ça dit d'ailleurs beaucoup. Si tu veux, il s'appelle comment? C'est François Cros, je crois. C'est ça, je viens de le voir passer là quelque part. François Cros, c'est ça. Directeur d'expertise à l'IFOP. Et lui, il dit... Voilà. Alors, c'est encore une autre question. Attends, est-ce que c'est là? Non, c'est après. Ou c'est avant? Voilà. Voilà. En fait, c'est elle la question sur la charia. C'était pas l'autre d'après. Ça, c'est la question prétendument sur la charia. Mais c'est même pas sûr que la question ait été posée comme ça, parce que le truc est entre parenthèses. Pour vous, la loi musulmane doit-elle être? Et donc, la question, c'est appliquer intégralement, enfin, les possibilités de réponse, c'est appliquer intégralement, quel que soit le pays dans lequel on vit, appliquer en partie, on peut l'adapter aux règles du pays où on vit. Donc, ça veut dire quand même choisir les règles du pays dans lequel on vit, comme primant sur les règles de la religion. C'est-à-dire, on s'arrange, quoi, on s'adapte aux règles du pays et elle n'a pas vocation à s'appliquer dans les pays non musulmans. Ok? Et donc, c'est là qu'ils disent 59% des moins de 25 ans diraient que, donc c'est le grand truc vert, hein, 59% des moins de 25 ans diraient qu'il faut appliquer la charia partout quand on est dans son pays, quoi. Voilà. Et donc c'est ça ce sur quoi ils ont basé leur enquête, c'est cette ligne-là, 15 à 24 ans. Sachant que les 15 à 24 ans, ça représente donc, suite à leur effectif là, brut, 291 personnes dans le sondage. Donc j'ai vu quelqu'un qui disait il pose la question à 1000 personnes. Non, il pose la question sur les 15-25 ans, 24 ans, à 291 personnes. Et ils mettent
ensemble des gens qui disent quand même que bon bah les lois qu'on adapte les lois religieuses en fonction du pays dans lequel on vit. Ce qui veut donc dire ne pas mettre les lois religieuses devant les lois du pays. Bref, vous voyez, j'ai fait un peu long sur ce sondage des débunkés. Je voulais parler d'autres sujets. Je voulais parler de aujourd'hui, là, ce qu'ils sont en train de faire. Alors aujourd'hui, c'est un prétendu... Ah merde, le chat est parti encore. Je sais pas pourquoi, des fois, le chat, il se barre. Ah voilà. Leur sujet... Attendez, j'ai juste reçu un petit message auquel il faut que je réponde. Je vais répondre. Oh merde. J'arrive, hein. Je me prendrai un truc. Hop. Donc je vous disais la poursuite là de ce que vous avez eu avec ce sondage qui visait à mettre en place une ambiance, c'est le rapport sénatorial qui a été publié aujourd'hui, qui est une nouvelle dinguerie, c'est-à-dire la volonté d'empêcher les mineurs de moins de 16 ans, je crois, de porter le voile dans l'espace public, avec Laurent Wauquiez qui prépare une proposition de loi sur ce sujet, avec une proposition, mais alors vraiment, je me dis, mais les gens, ils sont capables d'être tellement islamophobes que ça les rend, ça les rend, c'est peut-être lié, hein, mais ça les rend complètement crétins. Ils disent qu'ils veulent interdire le jeûne des personnes de moins de 16 ans. Donc vous imaginez, interdire quelqu'un de ne pas manger. Je ne vois pas comment c'est possible. Ça n'est pas possible en fait. Vous pouvez pas forcer quelqu'un à manger qui n'a pas envie de manger. Ça n'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Donc, je ne comprends même pas c'est une proposition qui est tellement inepte et les médias qui interrogent les sénateurs qui ont fait ce rapport, mais personne ne leur pose la question en fait. Personne ne leur demande mais c'est quoi cette proposition débile? Tu vois, ils devraient comme ça, ils devraient poser la question. Mais non, dans notre pays, c'est plus légitime d'être islamophobe que d'être intelligent. Tu vois, t'as plus le droit d'être islamophobe que d'être intelligent. Être intelligent face à l'islamophobie, ça perd. Tu peux pas. C'est la haine d'abord et après l'usage du cerveau. Enfin voilà, donc je tenais vraiment à vous faire ce live parce que moi je veux que tout le monde comprenne bien la période dans laquelle on est, d'accord? Si vous laissez d'une manière ou d'une autre entrer ce discours de haine à l'intérieur de vous, si d'une manière ou d'une autre vous vous laissez avoir par ceux qui essayent de vous présenter les musulmans comme des terroristes en puissance, comme des islamistes, des djihadistes, des je sais pas quoi, si jamais vous laissez attrapé par ce truc-là, si quand vous voyez une personne voilée, vous avez un petit tressaillement de gêne ou je ne sais quoi, si jamais vous êtes dans cet état d'esprit-là, sortez-vous ça du crâne. Faites en sorte que vous ne soyez pas les agents de la détestation d'une partie de la population, parce que vous avez une responsabilité personnelle et individuelle. Le fascisme, il n'arrive pas comme ça par hasard. C'est pas un jour les fascistes arrivent au pouvoir et puis pouf, c'est réglé. Non, c'est des périodes comme celle dans laquelle on est en ce moment. C'est potentiellement une période dans laquelle soit à la fin c'est les fascistes, vraiment pour de bon, avec des gens qui s'en revendiquent historiquement et qui ont été fondés par des Waffen-SS, mais un certain nombre de personnes sont plus très très loin d'être déjà dedans, même s'ils n'ont pas forcément le tampon avec écrit RN dessus. Mais il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà entrées dans cette démarche mentale. Eh bien, si jamais vous vous laissez avoir par ça, le bout de la pente, je vous le dis, c'est un niveau de déshumanisation tel que au bout du bout, à la fin, il y a le pire qui devient possible pour les personnes musulmanes. Et ça,
l'histoire nous enseigne déjà comment ça se passe, des périodes de déshumanisation. Je veux dire, on a déjà vécu des périodes dans le passé dans lesquelles, par exemple, les personnes noires étaient placées en esclavage. L'esclavage, c'est pareil. Peut-être qu'un jour, on aura un débat éclairé sur le sujet de l'esclavage. Qu'est-ce que c'est? C'est la déportation massive de gens pour les forcer à travailler sans considération de leur humanité d'aucune façon. C'est ça ce qu'était l'esclavage. Une fois, j'ai entendu une personne dire ça, dire quand est-ce qu'on va parler des personnes qui ont été déportées en raison de l'esclavage. Et il y a quelqu'un qui réagit sur le plateau et qui dit: oh là là, déporté, comme vous y allez, vous utilisez des mots qui ont un sens lourd historiquement. Bah, en fait, comment vous appelez ça? Prendre quelqu'un dans un endroit et l'emmener de force dans un autre endroit, particulièrement pour en plus faire du travail forcé, ça s'appelle de la déportation. Et pareil, sur les personnes juives, on a vécu dans le passé, dans notre pays et dans un certain nombre de pays d'Europe, une déshumanisation telle des personnes juives qu'à la fin, ça a mené au camp de la mort de l'Allemagne nazie et à la collaboration de la police française et du régime de Vichy pour participer au génocide des Juifs. Donc, normalement, dans nos enseignements et dans la manière dont on apprend les choses à l'école, au minimum, on est censé avoir une formation intellectuelle, politique, historique sur ce qui s'est déjà produit dans le passé en termes de déshumanisation d'une partie de la population. Il faut lire Si c'est un homme de Primo Levi pour savoir jusqu'à quel degré comment dire, de détail les nazis avaient été capables de pousser la déshumanisation des gens, y compris avec... Il y a tout un passage dans Si c'est un homme sur la manière dont ils mettaient des numéros, dont votre nom disparaissait, sur la manière dont, y compris les mots eux-mêmes, visaient à déshumaniser les personnes qui étaient dedans, avec par exemple ce qui était écrit sur le camp d'Auschwitz, avec écrit le travail rend libre, alors qu'en fait, ce qui se produisait, c'était l'épuisement jusqu'à la mort par le travail ou la mort elle-même par les chambres à gaz. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a vécues dans le passé, de la déshumanisation. Et quand vous entendez certains de nos compatriotes aujourd'hui qui disent des choses comme je vais quitter ce pays parce que l'ambiance qu'il y a dans le pays me fait peur, m'inquiète. Quand vous entendez des gens qui disent qu'ils ne se sentent pas considérés comme des Français alors qu'eux-mêmes se considèrent comme des Français. Quand vous entendez dire des choses euh, euh, sur justement sur ces niveaux de violence. Alors, c'est vrai qu'on les entend pas trop à la télé parce que les médias ils invitent jamais les personnes qui sont concernées par les campagnes islamophobes. Ils se sont jamais invités en fait les musulmans sur les plateaux télé. Et quand ils sont invités parfois, comme ça a été le cas, comme une jeune femme qui a été invitée sur le plateau l'autre fois pour le débat entre Zemmour et Glucksmann, elle était l'objet d'une discussion sans pouvoir participer d'une certaine manière. Où Zemmour disait, je sais plus ce qu'il a dit, il a dit un truc du genre sous la Troisième République, vous voyez, cette jeune femme, ça aurait pas été possible, ce qui était complètement faux, puisque en l'occurrence, sous la Troisième République, eh ben, figurez-vous qu'en Algérie, il y avait un département français, c'était la colonisation à l'époque, et que des personnes qui portaient le voile, il y en avait en Algérie. Et d'ailleurs, il n'y en avait pas seulement en Algérie, il y en avait aussi dans l'Hexagone. Et dans l'Hexagone, c'était des chrétiennes qui portaient le voile, notamment dans les cérémonies religieuses. Donc tout ça, c'est une manière d'effacer une partie de l'histoire, d'oublier comment se sont produites les choses, d'oublier aussi, je parlais de l'Algérie tout à l'heure, mais la manière dont le régime colonial en Algérie divisait la population entre ceux qui avaient le droit au statut de citoyen et ceux qui étaient considérés comme des sous-citoyens avec pas les mêmes droits. Ils étaient considérés officiellement comme des Français, mais comme étrangers dans leur propre pays. Bref, tout ça, c'est des moments pareil sur les personnes étrangères. Tenez, ça va faire la transition d'ailleurs avec l'émission vers laquelle je vais vous renvoyer, parce qu'il y a une émission de la France Insoumise ce soir sur justement la situation des personnes
étrangères dans notre pays, immigrées dans notre pays, sur les personnes qui reçoivent des OQTF, sur les mineurs non accompagnés, justement pour essayer de casser la manière qui est mise en place de déshumaniser les personnes qui sont immigrées c'est pareil, hein, c'est toujours le même mécanisme, c'est d'essayer de les présenter, en l'occurrence pour les personnes immigrées, comme des délinquants, comme des dangereux. Vous voyez, vous pouvez pas euh, vous pouvez pas provoquer une division à l'intérieur du peuple si jamais vous construisez pas une partie du peuple comme un danger pour l'autre partie du peuple. Là, c'est ce que je vous ai montré avec le sondage. L'objet essentiel de ce sondage, c'est de présenter les musulmans comme un danger en puissance, comme des islamistes en puissance, des djihadistes en puissance, des gens qui veulent tuer tout le monde, quoi. C'est ça l'objectif qui est celui de ce sondage. Mais je vous signale que c'est le même objectif que celui de l'extrême droite, c'est-à-dire l'extrême droite cherche à faire ça en permanence, d'essayer de construire les musulmans comme un danger, ou les Algériens, ou les étrangers. Justement, j'en venais pour parler des étrangers. Mais c'est aussi ce que font les djihadistes. Justement, ils essayent, eux, que l'ensemble de la population regarde comme un danger l'ensemble des musulmans de notre pays et considère que quand même, si jamais les gens portent le voile, c'est grave, que si jamais je sais pas qui fait je sais pas quoi, enfin qu'en gros, si jamais les gens ont des barbes trop longues ou des voiles sur la tête, c'est un problème, quoi. L'enjeu qui est posé. Et, et voilà. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Mais vous voyez comment ils font aussi sur les personnes étrangères. Ils vous les présentent comme des meurtriers en puissance. C'est toujours que ça, l'extrême droite. C'est les étrangers, chaque fois qu'ils vont parler d'un meurtre, les seuls meurtres dont ils vont parler, ils vont jamais parler des meurtres qui sont commis par des mecs d'extrême droite. Ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. C'est contradictoire avec le discours qu'ils portent. Ils n'ont pas un discours contre la violence ou contre le crime ou contre les meurtres. C'est pas ça qu'ils font l'extrême droite, contrairement à ce qu'ils disent. Ils disent que nous, on est laxistes ou je sais pas quoi. C'est pas vrai. Ce qu'ils font, eux, c'est dire c'est mettre la lumière sur une partie de la violence qui est commise dans notre société et en ciblant uniquement des personnes qui ont des caractéristiques spécifiques et notamment les étrangers. C'est-à-dire essayer de faire croire. On n'est pas très très loin de la phrénologie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'était des prétendus scientifiques racistes, en fait, qui, dans les années, ça devait être au fin du 19e siècle, qui pensaient pouvoir dire à partir de la forme du crâne des individus si ils allaient être des meurtriers ou des voleurs ou des délinquants. Et en gros, bah, il suffisait de mesurer votre crâne à la naissance et puis on savait directement si vous étiez des assassins en puissance. Et bah, c'est un peu la même idée. Vous auriez des caractéristiques ontologiques qui font de vous des délinquants, des meurtriers, des assassins, etc. etc. Voilà. Bah, ça, quand on en est là dans une société, faut faire méga, méga attention et il faut être solidaire des personnes qui subissent ce type de campagne de détestation. Voilà, je vais vous renvoyer vers l'émission de la France Insoumise qui a commencé, je crois, là à l'instant. Si jamais vous nous regardez sur TikTok, je vais vous inviter à aller la regarder sur Twitch ou sur YouTube. N'oubliez pas de suivre la chaîne avant de me quitter. Mais donc, je prépare le raid et je vous envoie vers la France Insoumise. Toc, voilà. Ils ont lancé. Et ben voilà, ça vient de démarrer. C'est super. Donc, on va vous envoyer. Ils ont fait un beau plateau avec plusieurs invités. Donc, je vous invite à les rejoindre et on va lancer le raid vers chez eux. Voilà. Et je vous retrouve demain à 18h pour mon live du mercredi. Et on va se retrouver toute la journée jeudi pour la niche parlementaire de la France Insoumise. C'est pour ça que je n'ai pas répondu aux questions sur la niche parlementaire parce que vous aurez largement l'occasion d'avoir des réponses à vos questions jeudi. Voilà. Allez, je vous envoie sur la chaîne de la France Insoumise. N'oubliez pas de suivre la chaîne quand vous arrivez. Et puis à demain, du coup, pour le live de demain. Salut tout le monde.